Merci, cher Boualim. Merci, Fatima. Merci pour vos efforts et pour avoir organisé cette réunion et avoir donné l'occasion pour nous, en ce lieu de pédagogie, de pouvoir vous parler de cette tragédie dans l'histoire de notre pays. Madame la maire, monsieur le député maire, chers frères Daou Meskin, chers amis, cher Fatih Chouder, que j'ai vu ici, d'autres élus, mesdames et messieurs, notre ami Boualim a rappelé en pensée deux personnages qui ne sont pas présents parmi nous, mais qui nous réunissent aujourd'hui. Votre prédécesseur, Madame le maire, Jacques Salvatore, et Mouloud Aounit, je vois sa fille, ici présents. Je voudrais dire qu'ils sont présents avec nous, parce que c'est grâce à leur amitié, grâce à leur persévérance, grâce au fait qu'ils ont placé cette cause de la résistance iranienne, cette cause pour la démocratie, au cœur de leurs préoccupations ô combien multiples. On sait qu'aussi bien le MRAP ou un maire d'Aubervilliers, combien de préoccupations et d'occupations pour se consacrer à l'international et encore plus précisément à cette cause de la résistance iranienne. Mais je les sens ici présents parmi nous. Mais permettez-moi de vous rappeler une autre présence, celle de ces regards. C'est aussi une présence, chers amis. En passant devant, j'ai croisé une vingtaine d'entre eux avec qui j'ai mangé dans un même bol, avec qui on a dormi sur un même sol. Ils ne sont plus. Dans quel charnier, dans quel terrain vague, dans le banlieue de quelle ville ils sont ensevelis, enfouis, enterrés à la hâte par des sbires du régime. Mais je voudrais dire quand même qu'ils sont là. Ils sont là parce qu'ils sont des femmes, des hommes comme nous, qui, comme d'autres ici présents, qui ont consacré leur vie pour la démocratie, pour la liberté dans leur pays. Des pages d'actualité pour nous, des pages d'histoire pour vous. Je voudrais rappeler une phrase de Madame la sénateur Evelyne Lyonnais, qui, dans la continuité de Jacques Salvatore, a rejoint notre comité français pour un Iran démocratique au Sénat, qui avait dit au Bourget, devant cet événement que notre ami Boualim vient de rappeler, que l'extrémisme au nom de l'islam a fait des ravages du Moyen-Orient jusqu'à nos banlieues. Les ravages de l'extrémisme au nom de l'islam, vous le savez, ici, en France, vous le vivez. Ce n'est pas à moi de vous le rappeler. Le Moyen-Orient, c'est là d'où nous venons. Les ravages au Moyen-Orient, c'est pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui. Parce que c'est un de ces ravages de l'extrémisme au nom de l'islam que vous retrouvez ici seulement à travers quelques photos ou quelques documents historiques. Mais avant de remonter à la source et dans l'histoire, rappelons quelques faits d'actualité, mesdames et messieurs. On est au premier jour d'octobre, septembre 2016, 75 exécutions en Iran, dont 27 en 3 jours. Du 26 au 29 septembre, 27 personnes ont été exécutées, 27 prisonniers, dont 8 Kurdes, 4 Belouches. Ce sont les minorités ethniques. Vous savez, l'Iran, c'est un mosaïque de population, d'ethnie. Une femme parmi eux. Août 2016, 89 exécutions, dont encore 25 Kurdes, des Kurdes sunnites. L'un d'entre eux qui a enregistré un témoignage émouvant, qui a fait l'objet d'un éditorial de Ouest France, a dit: le juge m'a dit, tu es condamné à mort pour 3 raisons. Parce que tu es kurde, parce que tu es sunnite et parce que tu as distribué des tracts lorsque le guide suprême était venu au Kurdistan iranien
pour rendre visite. Voilà. Il suffit, pour être passible de la peine de mort en Iran, appartenir à une religion, appartenir à une opinion, appartenir à une ethnie. Alors pour comprendre le pourquoi, parce qu'on a parlé de septembre, août 2016, il faut peut-être remonter à août 1988, ce massacre de 30 000 prisonniers politiques présentés succinctement dans cette exposition. C'est un événement, ce n'est pas seulement nous qui allons remonter, qui voulons remonter il y a 28 ans. C'est un événement qui a ressurgi dans notre société iranienne. Les vagues ne sont pas encore arrivées en France, les vagues ne sont pas encore arrivées dans l'opinion internationale comme il se doit, mais je peux témoigner qu'un enregistrement audio qui a été rendu public récemment en août a jeté une lumière crue sur cette vérité sanglante, a provoqué un tremblement de terre, un vrai tremblement de terre politique dans la classe politique iranienne. On en parle aux plus hautes autorités de l'État iranien, le guide suprême, le président du Majlis, le chef de l'appareil judiciaire, mais aussi une ébullition dans la société iranienne, particulièrement parmi les jeunes. La jeunesse demande aujourd'hui des comptes aux autorités, au pouvoir. Et nous, en tant que résistance iranienne, nous nous trouvons devant une avalanche de données, de noms, d'identités, d'adresses, même des noms de bourreaux, que les langues se délient et nous font parvenir, dont une partie a été exposée ici encore, dans ce panneau que vous voyez derrière vous récemment avec l'avocat William Bourdon et notre président de la Commission des Affaires étrangères. Il y avait justement une conférence de presse à Paris où nous avons divulgué, nous avons révélé le nom de 70 de ces bourreaux qui sont actuellement dans les différentes parties de l'administration de l'État iranien. Je ne vais pas étaler ce qu'a été ce massacre, on vient d'en parler. Il s'agissait d'un fatwa de Khomeini, un fatwa dont vous connaissez d'autres ici sur le plan international, qui avait désigné une commission de la mort, une commission quadripartite, pour exécuter 30 000 prisonniers politiques qui déjà purgeaient des peines de 3, 5, 10 ans de prison. La protestation du dauphin de Khomeini, l'ayatollah Montazeri à l'époque, qui était le numéro 2 du pouvoir iranien, dans 2 lettres dans lesquelles il disait à son imam, à son ayatollah Ozma, c'est-à-dire grand ayatollah, exécuter des milliers de personnes par jour, ça va un jour nous retomber sur la tête. Je te prie au moins d'épargner les femmes enceintes, d'épargner les adolescentes de 15 ans, ça fait partie de sa lettre. Khomeini n'a pas répondu. Ces 2 lettres même ont valu à Montazeri d'être évincé. Donc plus tard, 3 mois avant sa mort, Khomeini dans une lettre, il a révoqué, il a mis Montazeri en résidence surveillée. Il a été mort en 2009 en résidence surveillée. Mais ces documents ont resté des documents irréfutables, historiques, pour témoigner de ce massacre. Montazeri, quand il n'a pas écouté par son imam, il a convoqué ce comité quadripartite qui était chargé par Khomeini. Il n'y avait pas de procès, c'était seulement des simulacres, c'était de procès, c'était très expéditif. On leur demandait « Est-ce que tu appartiens aux Moudjahidines du peuple d'Iran ?» S'ils disaient « Oui », c'était la condamnation à mort. S'ils reconnaissaient qu'il était un hypocrite, c'est la désignation officielle du régime des Moudjahidines du peuple. Il était provisoirement épargné, mais soumis à d'autres interrogatoires. En tout cas, c'était comme ça que les gens étaient sélectionnés en quelque sorte. Ces 30 000 sont passés par là. Montazeri, en convoquant ces 4 personnes, il les met devant leurs responsabilités. Il dit: le pire des crimes de l'histoire de la République islamique d'Iran est en train de se commettre par vos mains. Vous serez des criminels devant l'histoire. Ça, on l'entend, c'est un enregistrement audio. Vous pouvez entendre quelques extraits ici. Tout de suite, l'histoire, il leur dit: l'histoire va écrire dans 50 ans que notre imam, il parle de Khomeini, était un criminel, était un tyran, était un sanguinaire. C'est le numéro 2 du pouvoir iranien qui parle comme ça. Bien sûr, l'histoire n'a pas attendu 50 ans pour le dire. L'histoire l'a déjà dit et l'histoire le dira encore lorsque ce régime sera renversé, ô combien ce régime a été un régime de tyrans et de criminels.
Mais pourquoi nous en parlons? Est-ce que nous sommes en train de remuer des pages de notre histoire? Non, mesdames et messieurs, parce que les personnes qui sont nommées, les personnes qui sont les interlocuteurs de Montazeri dans cet enregistrement audio, ils sont aujourd'hui à des postes clés dans le pouvoir iranien et particulièrement au sein du pouvoir judiciaire. Mostafa Pourmohammadi est ministre de la Justice du cabinet de Rouhani, ce même président qui est superficiellement et naïvement appelé comme un président modéré par un certain média. Ebrahim Raïssi, qui était il y a quelque temps procureur général du pays, il est actuellement nommé par Khamenei à la tête d'un conglomérat, une sorte de cartel politico-industriel qui a un capital de plusieurs milliards de dollars et qui est une des personnes susceptibles de remplacer le guide suprême à la tête du pouvoir. Donc ce n'est pas n'importe quel mollah. Vous trouvez ces personnes au troisième rang, en commençant par la gauche. Vous allez découvrir après les photos. Et Hossein Ali Nayeri, qui est le bras droit de l'appareil judiciaire et qui a été à l'époque le juge. Je viens juste de Genève, mesdames et messieurs, où des ONG ont levé la voix pour parler de ce massacre pour la première fois dans cette enceinte onusienne, parce qu'à part les commémorations de famille, cette histoire n'avait pas sorti au grand jour, et c'est cette révélation récente en août, donc, qui nous a permis de porter ça sur la place publique, et pas n'importe où, mais devant le Conseil des droits de l'homme. Un comité de juristes vient d'être constitué, un comité de personnalités, de juristes internationaux, qui ont lancé un appel à la justice pour les victimes de ce massacre de 1988. Amnesty International, la FIDH, Human Rights Watch, les grandes ONG internationaux ont déjà reconnu ce massacre comme un crime contre l'humanité. Donc, on voit bien de quoi nous sommes en train de parler. À l'occasion de cette conférence à Genève, nous avons révélé encore les adresses de 9 charniers. Récemment envoyé des adresses par des familles qui savaient que l'autre être chéri était enterré quelque part. Vous avez une représentation symbolique de ces charniers et particulièrement de ces terres dans ces petites boîtes qui sont envoyées par ces familles. Tout cela, il le faut une enquête internationale, c'est ce qui a été demandé au commissaire des Nations Unies, parce que contrairement à d'autres massacres comme le Rwanda, comme le Srebrenica, comme d'autres massacres dans le monde, cela est resté pour le moment, disons, une enceinte clos et interdit à tout accès international. Alors, je vous disais, ce n'est pas seulement des pages d'histoire que nous sommes en train de tourner. La question de ces exécutions est la première préoccupation de la communauté internationale. À son discours d'ouverture, le haut commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, M. Zeid Ra'ad Al-Hussein, qui est un Jordanien, qui est actuellement le personnage numéro 1 en ce qui concerne la communauté internationale pour les droits de l'homme, il a épinglé un certain nombre de pays, et avec l'Iran, un nombre limité de pays. Avec l'Iran, il a dit il y a 2 problèmes qui sont fondamentaux avec l'Iran. Il a dit c'est l'administration de la justice pénale et le grand nombre d'exécutions. Donc, le boucle est bouclé. L'administration de la justice pénale, voilà, la justice pénale, il est géré par qui? Il est géré par les instigateurs, par les auteurs de ces massacres. Et tant qu'ils y sont, ils continueront de régner par cette terreur. Par cette terreur, cette idéologie de tuer quelqu'un pour son opinion, pour ses croyances. Et là, ça vous rappelle une triste actualité de votre pays. Ils ont tué des prêtres, des jeunes, des artistes. Le président de la République parlait de destin fauché à Paris, ailleurs. Voici 37 ans que nous avons eu ce califat dans notre pays. C'est l'avènement de Khomeini qui a internationalisé cette idéologie d'aller tuer l'autre pour son opinion, d'aller tuer l'autre pour un blasphème, d'aller tuer l'autre parce qu'il ne pense pas
Comme vous, on se rappelle de Fatwa contre le Salman Rushdie. Bien sûr, une politique de complaisance, une approche particulièrement des États occidentaux, a préféré fermer les yeux pendant ces longues années sur cette réalité sanglante de notre pays, a laissé ce régime mener son expansion dans la région, propager les mêmes atrocités vis-à-vis des peuples, d'autres peuples en Syrie, au Yémen, en Irak, au Liban. C'est ce que vous voyez quotidiennement dans vos médias. En tout cas, le califat, ce n'est pas une apparition avec Abu Bakr Baghdadi en juin 2014 à Mossoul. C'est Khomeini qui, en 1979, disait, on a son enregistrement vidéo, il nous faut, en février 1979, nous allons établir un califat qui peut amputer les mains et qui peut lapider les femmes. C'est ce qu'il dit très clairement, c'est ce qu'ils ont appliqué ces années-là. Et si nous regardons les faits historiques, mesdames et messieurs, Daesh est une sous-production du régime des Mollahs. Ce même Daesh qui est à l'origine de ces ravages dont on parlait aussi bien au Moyen-Orient que dans vos banlieues, par le biais de politiques de deux hommes qui ont été et qui sont totalement inféodés au régime des Mollahs, Bachar el-Assad en Syrie et l'ancien Premier ministre irakien, Nouri al-Maliki, en Irak. Je ne vais pas ici étaler l'aspect analytique, mais tout le monde sait que s'il n'y avait pas cette politique sectaire et particulièrement ravageuse de ces deux personnes en Irak et en Syrie, Daesh n'aurait pas les dimensions et l'envergure qu'il a aujourd'hui. Tout le monde s'accorde qu'il faut éradiquer ce phénomène en évitant bien sûr tout amalgame, car l'ennemi n'est pas l'islam, qui s'oppose à toutes ces sauvageries au nom de ces principes. Notre frère Daou Meskin en dira. Tout le monde s'accorde aussi que les mesures policières, les mesures militaires, les mesures de renseignement, les lois votées, tout cela bien sûr, même si sont nécessaires, ne sont pas efficaces. Pour éradiquer le phénomène, il faut aller à la racine, parce qu'il s'agit d'une question culturelle d'abord. Ces jeunes qui sont attirés comme ça par le djihadisme ou par le djihad, ce n'est pas seulement par des mesures répressives qu'on pourra arriver à les convaincre ou à les retenir. Donc il faut une alternative culturelle. Une alternative culturelle, c'est ce que notre ami Boualim vient d'évoquer, cette alternative culturelle. Nous avons tenté d'apporter cette représentation au Bourget. Cette alternative culturelle est incarnée par une femme dans la résistance iranienne, parce que la misogynie est une particularité de ce régime. La répression des femmes est une spécificité du pouvoir dictatorial en Iran. C'est pourquoi ce n'est pas un hasard si c'est une femme qui incarne cette résistance iranienne, une femme qui prône pour l'Iran de demain l'abolition de la peine de mort, la séparation de la religion et de l'État, l'égalité totale entre les femmes et les hommes, qui parle d'un islam de tolérance et de respect de l'autre, et devant ce visage agressif, violent et intolérant de l'islam présenté par les extrémistes. Et pour le mot de la fin, je voudrais rappeler cet héritage de la Révolution française que nous avons retrouvé ici avant l'entrée dans ce bâtiment et qui est au fronton de chaque bâtiment public, qui constitue des valeurs universelles, le socle de nos principes, des principes pour lesquels vous vous êtes battus dans votre histoire et nous continuons de battre dans notre pays, pour leur établissement chez nous et pour les défendre chez vous, parce qu'il y en a qui les mettent en cause. Alors merci à Aubervilliers, merci à sa maire, merci à ses élus, merci à ces associations de nous avoir reçus aujourd'hui pour partager ce combat. Merci à 93 au cœur de la République qui a placé ce jour la cause de la résistance pour la liberté, qui est notre cause commune, au cœur de chacun d'entre nous.